Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire une mise à jour ici de notre analyse sur Disney, parce que l'entreprise a sorti ici les résultats financiers du quatrième trimestre 2022, dont son année fiscale est terminée, d'accord. Son année fiscale, généralement, se termine ici le 1er du mois d'octobre, ok, soit le 30 du mois de septembre ou le 1er du mois d'octobre, ça dépend. Donc, l'année fiscale de Disney est terminée. Maintenant, on va faire le bilan par rapport à l'année fiscale. J'ai essayé de prendre ici une note à gauche, à droite, ici, afin de pouvoir coller à peu près quelque chose qui ressemble à ce qui a été dit dans les rapports financiers ici. D'accord. Donc, je vais lire cette note-là. Après, on va revenir sur l'évaluation ici, parce que ça fait quand même 8 mois qu'on n'a pas parlé, 6 mois qu'on n'a pas fait de mise à jour de cette entreprise-ci, donc je pense que c'est la seule vidéo qu'on a fait d'ailleurs sur Disney, qui est une entreprise que j'aime bien. Et cette vidéo-là, on était très, très optimiste, comme d'habitude. Je prenais encore en considération la croissance, donc on a pris beaucoup de guesstimations ici. C'est pas que c'est impossible que ceci arrive, mais il faut faire attention parce que Disney est présentement dans une situation où elle investit massivement afin de pouvoir rattraper Netflix. Ce qui se passe plutôt bien pour elle, d'accord? Je pense qu'elle a à peu près le même nombre d'abonnés que Netflix ici aujourd'hui, mais je vous avais dit la dernière fois que cette entreprise-ci, il y a beaucoup d'abonnés qui ne payent presque rien du tout parce que Disney a donné des, pas des avantages, en fait, elle a fait des promotions, d'accord? Par exemple, vous avez droit à 6 mois gratuitement, d'accord? 6 mois gratos. Là, je vous parle à peu près de quelque chose que moi j'ai eu aux alentours du début du mois, aux alentours du début de l'année 2022. D'accord. Donc, il y a de fortes chances que certaines personnes l'aient eu également au courant de l'année. Mais c'est grâce à ça qu'elle a pu avoir ce nombre d'abonnés monstre-là en un temps record. OK? Maintenant, elle va commencer à augmenter le prix. Parce que le revenu par abonné ici de Disney n'est pas exceptionnel. Mais bon, on va pas parler beaucoup ici, d'accord? On va aller directement lire ce qu'on a dit, ce que le management a dit par rapport à cette période-ci, et on va revenir à l'évaluation. Alors, j'ai fait ma petite note ici. On va aller directement. Donc, l'entreprise ici a perdu à peu près, voilà, le marché n'a pas apprécié les résultats financiers actuels. Donc, ce qui fait que quand vous allez ouvrir Disney aujourd'hui, je ne sais pas si on sera à moins 6% ou pas, mais le marché n'a pas apprécié cela. Donc, cela est dû en grande partie au ralentissement de la publicité et à la baisse du nombre d'abonnés aux chaînes de télévision par câble. Donc, il faut savoir que Disney a un volet ici, chaîne de télévision par câble. Elle a un volet ici, parc d'attractions, on va le dire comme ça. Elle a également un volet streaming. Donc, le volet chaîne de télévision par câble ici est en train de diminuer. Donc, les gens coupent de plus en plus le câble. Ici, on appelle ça le cord cutting ici. C'est tout à fait normal. Ça arrive à toutes les compagnies qui exercent dans ce segment d'activité-là. C'est pour ça que tout le monde est en train d'aller vers le streaming présentement. Donc, la compétition va être de plus en plus rude. Même si Netflix a le first mover advantage ici, on se rend bien compte que Disney a réussi à faire son trou en très, très peu de temps. OK? Donc, des problèmes que l'ensemble du secteur connaît actuellement. Selon le PDG Bob Chapek, lors de la conférence téléphonique, il s'est toutefois réjoui de la croissance plus forte que prévue du nombre d'abonnés à la formule Direct to Consumer qui atteint 235 millions d'abonnés. Je ne connais pas le nombre d'abonnés exact de Netflix, mais il semble qu'on soit à peu près dans la même tendance. Je pense même que Disney a un tout petit peu plus d'abonnés que ça. Mais en tout cas, ils sont à peu près dans la même tendance. Ils l'ont fait en 2 ans. Donc, en 2 ans, ils ont réussi à atteindre 235 millions d'abonnés. Mais je vous dirais, et comme je vous l'ai dit ici, il y a beaucoup de ces abonnés-là qui ne payent pas grand-chose. Donc, c'est bien d'avoir 235 millions d'abonnés, mais 235 millions d'abonnés payent combien? Donc, on continue. Selon M. Chapek, la société a atteint un tournant dans le domaine du streaming au cours de ce trimestre, marquant le pic des pertes d'exploitation du direct-to-consumer que la directrice financière Christine McCarthy a estimé à 1,5 milliard de dollars. Donc ici, à partir du quatrième, donc le quatrième trimestre ici, c'est le dernier trimestre avec une perte aussi élevée pour le segment direct to consumer. Parce qu'à partir de la période, à partir de l'année prochaine, donc à partir du premier, deuxième trimestre ici, ils vont se focaliser sur la rentabilité. Donc, on va augmenter le prix. Notamment, ces pertes devraient diminuer à l'avenir en raison de 3 facteurs, selon M. Chapek. 1. Premièrement, l'avantage des 2 augmentations de prix est le lancement du plan publicitaire Disney Plus le mois prochain. Donc, Disney va augmenter les prix, d'accord? Et elle va lancer son plan publicitaire Disney+. Donc, c'est-à-dire qu'on aura un plan Disney+, voilà, un plan qui nous permettra de payer une somme minime tout en acceptant de regarder de la pub, voilà, je sais pas moi, après 30 minutes sur une vidéo, ou bien une fois chaque 15 minutes, je sais pas. Bref, c'est la même chose que la compagnie Netflix essaye de faire. C'est une bonne chose ici. D'accord. Deuxièmement,
un réalignement de nos coûts, y compris une rationalisation significative de nos dépenses de marketing. Et troisièmement, la mise à profit de nos connaissances et de notre expérience dans le domaine du direct to consumer pour optimiser notre contenu et notre approche de la distribution afin d'offrir un nombre constant de sorties à fort impact qui stimule efficacement l'engagement et l'acquisition des abonnés. Donc, il faut qu'on se limite là. Alors, premièrement, au niveau de... Ils ont dit... OK, y compris la rationalisation significative de nos dépenses en marketing. Donc, ils vont baisser les dépenses en marketing ici, c'est un coût variable. Donc, la pub va baisser ici, ce qui va pouvoir dégager du cash, d'accord? Et le troisièmement ici, c'est à peu près, ils vont faire sortir des films à fort impact afin de pouvoir stimuler efficacement l'engagement et l'acquisition des abonnés. Ça veut dire qu'on va dépenser énormément comment on appelle ça, en contenu. N'oubliez pas ça. Ça veut dire qu'on va dépenser énormément en contenu. Donc, ça va, c'est correct. De toute façon, il faut dépenser en contenu. D'accord? Soit à la fin, il faut absolument dépenser en contenu ici. On continue. Les pertes devraient diminuer à partir de maintenant dans ce segment et Disney Plus devrait être rentable d'ici la fin de l'année 2024. Fin 2024. Donc 2023, ça sera à l'équilibre. 2024, on va commencer à gagner de l'argent. OK? Donc, cette entreprise n'est pas pour les investisseurs défensifs. Il faut être entreprenant pour pouvoir investir dans Disney parce que pendant un certain moment, il faut pouvoir accepter cette période difficile. Je ne dirais même pas cette période difficile parce que l'entreprise a du succès dans ses investissements présentement. Maintenant, il va falloir monétiser ces abonnés-là. D'accord? Donc, le plus important, c'est de fidéliser la clientèle. Donc, on continue. La société est à environ un mois du lancement d'un plan sponsorisé par la publicité ici. Donc, la société a obtenu plus de 100 annonceurs pour sa phase de lancement dans le pays. Quand on dit dans le pays, c'est aux États-Unis, dans un large éventail de catégories avec des prix de base solides, a déclaré M. Chapek. Donc, quand on dit dans un large éventail de catégories, ça veut dire que les annonceurs sont dans un large éventail de catégories. Donc, on a des annonceurs ici dans le segment des jouets, on a des annonceurs ici dans le segment, je sais pas moi, des vêtements. Donc, vous voyez que c'est ce qu'on appelle large éventail de catégories ici, à un prix de base solide. Donc, la pub ici, le prix par impression ici est assez correct. Donc, c'est ce qu'ils disent, parce qu'ils ne donnent pas un certain prix ici. OK? Donc, les parcs ont de nouveau été le point fort. Donc, le trimestre dernier, le revenu des parcs a fait un bond de 70%, ce qui était l'un des points forts. Donc, les parcs ont également réouvert à leur capacité maximale ici. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait à peu près un bon comportement au niveau des parcs. Ici, il faut également voir qu'ils ont augmenté les prix au niveau des parcs. Donc, cette fois-ci, les recettes des parcs expérience et produits Disney ont augmenté de 36% ici. Et le bénéfice opérationnel a bondi de 137%. C'est bon, 137%, mais 137% comparé à la période précédente. D'accord? Mais il faut comparer ici à ce qu'on a eu en 2019-2018 pour essayer de voir si on a une croissance ou une stabilité, parce que 2020 et 2021 ont été des années compliquées. Donc, la société a indiqué en août qu'il y avait d'autres catalyseurs à venir, notamment les visiteurs internationaux et que la société fait des progrès significatifs selon la directrice financière Christine McCarthy lors de la conférence téléphonique de mardi. La répartition de la fréquentation internationale à Disney World au cours du trimestre était à peu près conforme au niveau d'avant la pandémie, a-t-elle noté. Donc le tourisme ici est bénéfique pour cette compagnie-ci. C'est tout à fait normal. Mais ici, on parle toujours dans un environnement normal parce qu'en période de récession, dites-vous que il y aura moins de fréquentation. Donc ça, c'est dans un environnement normal. On anticipe également que 2023 et 2024 soient à peu près, voilà, que ce soit un environnement normal. Dans leur prévision, c'est un environnement. On est dans un environnement plutôt normal parce que si on a une certaine récession ici, dites-vous qu'à la partie parc et fréquentation, machin, il va avoir une diminution. Il va avoir un ralentissement. Et c'est tout à fait normal, c'est temporaire. OK? Ça veut dire, la période montre juste que les parcs sont toujours aussi attractifs. C'est une bonne chose. Donc, les bénéfices des augmentations des prix des offres DTC, dont Direct to Consumer, seront faibles au prochain trimestre. Donc, n'attendez pas à ce que ça ait un impact sur le prochain trimestre, car les changements interviennent vers la fin du trimestre, donc vers la fin du premier trimestre. Donc, les avantages devraient se concrétiser, devraient se concrétiser au cours du deuxième trimestre fiscal et nous ne prévoyons
pas que le lancement du plan Disney Plus financé par la publicité en décembre ait un impact financier plus significatif avant la fin de l'année fiscale. Donc avant à peu près la période du mois de juin 2023, le DTC n'aura pas un impact significatif sur sur les bénéfices opérationnels ici. D'accord? C'est a déclaré Madame Christine McCarthy, encore une fois, la CFO, Chief Financial, c'est bien ça? Operating, bien, operator, je ne sais même pas comment on dit ça. CFO, directrice financière, on va le dire comme ça. So, elle s'attend à des ajouts d'abonnés plus modestes au cours du trimestre actuel avec des comparatifs plus difficiles par rapport aux performances de Disney+, la croissance des abonnés de base s'accélérant à nouveau au deuxième trimestre grâce aux marchés internationaux. Donc la croissance des abonnés ne sera pas linéaire chaque trimestre. Donc ici, on s'attend à avoir moins d'ajouts d'abonnés ici sur le trimestre à venir, d'accord, tout en sachant que cette croissance-là va plutôt venir du marché international. Il faut également se dire on peut également avoir une décroissance, notamment au niveau du fait qu'il y a énormément d'abonnés ici qui ne paient pas grand-chose et certains ne vont juste pas renouveler leur abonnement. Moi, j'ai eu Disney+, personnellement, je l'ai annulé totalement parce que je n'aimais pas comment on appelle ça? La plateforme ne me plaisait pas énormément. Il y avait beaucoup de choses encore à améliorer. Je ne sais pas si ça a changé entre-temps, mais voilà, c'était juste ça. Et moi, je ne suis pas un très grand fan de Disney. Je n'ai pas un problème avec Disney à la fin de la journée. C'est juste que je suis peut-être pas le client, le client idéal pour Disney, vous voyez. So, moi, personnellement, j'utilise toujours le bon vieux streaming sur Internet. Oui, j'accepte. Ouais, je comprends. C'est pas normal, machin, mais voilà. Il y a certains parmi vous qui ont bien une IPTV. Donc, ne me jetez pas la première pierre, s'il vous plaît. Donc, j'aime bien aller continuer à regarder mes affaires sur streaming. J'aime bien mes sites de streaming, comme d'habitude, tranquillement. Mais Disney+, j'ai évidemment Netflix, mais bon, j'oublie même parfois que j'ai Netflix. So, Disney+, non, c'est pas moins que ça. Donc, il y aura moins d'abonnés sans doute, mais j'espère que le nombre d'abonnés actuel va rester. Mais s'il diminue, dites-vous également que c'est tout à fait normal. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc, le montant des dépenses de contenu en numéraire s'est élevé à 30 milliards de dollars au cours de 2022 et McCarthy a déclaré que les prévisions étaient toujours dans la fourchette basse de 30 milliards de dollars en 2023. Donc, au moins 30 milliards de dollars en dépenses en contenu. Les dépenses d'investissement en numéraire se sont élevées à environ 5 milliards de dollars en 2022 et atteindront 6,7 milliards de dollars en 2023 en raison de l'augmentation des dépenses à l'échelle de l'entreprise, a déclaré encore une fois Christine McCarthy. Donc, on a deux types de dépenses ici. Dépenses en contenu, d'accord, et il faut vous dire que la comptabilité des dépenses en contenu est un tout petit peu spéciale. D'accord? Donc, généralement, le contenu, c'est une dépense, mais en même temps, ils amortissent ça. Donc, ça peut être assez compliqué ici. Mais voilà, généralement, quand je vais dépenser 30 milliards de dollars ici, le film que je vais produire ici pourra me rapporter durant 10, 5 prochaines années, 20 prochaines années même, si c'est un film à grand succès. Mais attention, ça pourrait également être totalement le contraire. Donc, la dépense en contenu ici, c'est bien d'annoncer de gros chiffres, mais surtout, il faut que ce soit quelque chose de qualitatif. Il ne faut pas nous faire des séries à la Netflix, parce que parfois, Netflix a des séries, parfois, je me pose la question de savoir, mais qui donne l'accord pour ce genre de séries-là? Donc, pour la dépense en capital, ici, dépense d'investissement ici en numéraire de 5 milliards, ça concerne plutôt le segment parc d'attractions, parce que quand vous allez revoir, quand on va entrer dans les rapports financiers ici, enfin déjà on peut même le faire ici, hein, capital, on va faire ça, on va CTRL F. Moi j'aime bien rechercher ici avec les mots-clés, parce que c'est plus facile pour moi, capital exp. Je sais que capital expenditure et dépréciation ici, donc vous voyez, c'est que le capital expenditure, ça sera tout ça. 4 milliards, on a dépensé à peu près 5 milliards en 2022, 4 milliards 943. Et le 4 milliards 943 ici a été à peu près consommé en majorité dans le segment Disney Park Experience and Product, donc 2 milliards 600 et 767 millions ici, d'accord, au domestique et international, donc aux États-Unis à l'international. Ici, vous avez Disney Media Entertainment Distribution et là, vous avez à peu près le corporate. Donc, la plus grosse partie est ici. So, on revient sur notre note ici pour faire la conclusion. Voilà. Donc, on mentionne également qu'un certain niveau c'est une question qu'on lui a posée. Un certain nombre de rivaux réduisent leurs effectifs et on a demandé où on est dans Disney sur le sujet. Donc, elle a mentionné que la société cherche à réaliser des gains d'efficacité significatifs dans l'ensemble.
quand on dit gain d'efficacité significatif, donc on peut également s'attendre à ce qu'on réduise également le personnel, mais ça dépend. Donc, je ne sais pas s'ils ont énormément embauché sur les dernières années, donc c'est quelque chose également à prendre en considération. OK? So, c'est la fin de la note ici, mais ce n'est pas la fin de la vidéo. Maintenant, on va pas aller fouiner dans les chiffres ici pour aller voir vite fait, parce que rappelez-vous, la dernière vidéo, on était assez optimiste ici, on avait à peu près des revenus de 85 milliards selon l'estimation des analystes ici, mais attention, quand on regarde l'estimation des analystes ici a également changé. OK, on se rend compte au lieu de 85 millions, on est à 84 milliards 430. Vu que c'est la fin de l'année, parce que la fin de l'année ici c'était au mois d'octobre, on va voir à peu près qu'est-ce qui a été produit. Est-ce que les analystes ont eu raison? Est-ce qu'ils ont eu tort? Mais je pense que vous avez déjà deviné ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Donc, à défaut de CAPEX, on va aller sur le revenu ici, sur les 12 derniers mois. Où est-ce que tu te caches? Bon, déjà, je peux vous dire ça, c'est 82 milliards. 82 milliards ici pour cette année. 83, attendez. Oui, on est à 83 milliards 745 millions. OK? 83 milliards 745 millions. Croissance ici en termes de Disney Media Entertainment, d'accord, et baisse ici au niveau, enfin croissance exponentielle ici au niveau de Disney Park, ok. So, au niveau des marges ici, vous remarquez que le segment Entertainment a des marges, des revenus opérationnels, des marges opérationnelles de 4 milliards 200, et ici le segment des parcs expérience a des marges opérationnelles de 7 milliards 900. Donc voilà, ça se passe bien ici. Ici, ça se passe un tout petit peu moins bien, tout simplement parce que c'est dans ce segment-ci qu'on a à peu près le direct to consumer qui ne rapporte encore rien pour le moment. Et la partie média traditionnelle ici, donc chaîne de télévision câblée ici, qui est au ralentissement et qui va continuer à ralentir d'ailleurs. Ne vous méprenez pas. Il faut vous dire ici que Disney+, c'est Hulu plus Disney+. Donc, je pense que c'est Hulu, Disney+, et ESPN+. Je pense que ce sont les trois combinés qui donnent à peu près 235 millions par là. So, je vous encourage à lire le rapport financier ici, d'accord? Maintenant, si vous ne lisez pas anglais, je pense que je vous ai montré comment est-ce qu'on peut faire pour lire un rapport financier ici en anglais la dernière fois. Donc, s'il vous plaît, lisez les rapports financiers. Donc, encore, qu'est-ce qu'on peut citer ici? Pay Subscriber, Disney+, ici, vous remarquez que Disney+, 46 millions. Disney+, ici, c'est 102 millions au total. Aux États-Unis, 46 millions. À l'international, inclut Hotstar. Donc, attention au petit 1. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez petit 1, on va tout en bas ici, on lit. Donc, page 11. C'est important d'aller lire ça ici pour savoir c'est quoi, qu'est-ce qui est inclus ici. Donc, Disney+, c'est 102 millions. Quand on prend ici Disney+, et Hotstar, donc Disney+, seulement, c'est 102 millions. Disney+, et Hotstar, c'est 61 millions ici. D'accord? Donc, Disney+, au total, c'est 164 millions. Attention, 39% de croissance. Magnifique par rapport à l'année précédente. Dites-vous juste que ces gens-là, si chacun paye à peu près 10 dollars par mois ici, ça peut déjà marger aux alentours de 1,6 milliard, juste cette partie-ci, mensuellement. Donc, c'est-à-dire que si on est à peu près 3 mois ici, donc c'est quelque chose qui parle aux alentours des 5 milliards à 6 milliards par là, juste le segment Disney+. ESPN également, c'est 24 millions, donc on a plus 42%, magnifique. Hulu également, on a plus 8% ici, magnifique. Donc, tout ceci, c'est ça qui donne le total de près de 235 millions par là. OK? Maintenant, c'est cette partie-ci qui devrait plus vous intéresser dans le futur. Là, le revenu par utilisateur. Aux États-Unis et au Canada, c'est à peu près 6 dollars et 10 sous. OK? C'est en baisse. À l'international, 5,83 $, on est en hausse. D'accord? Disney Plus uniquement, sans prendre en considération Hotstar, on est aux alentours de 5,96 $. Quand on prend Disney Plus et Hotstar, on est à combien? Est-ce que vous voyez? Ça donne quoi? Ça donne combien? Vous avez vu? Disney Plus Hotstar, c'est 0,58. D'accord? Donc 0,58. 0,58. Donc, on ne gagne presque rien du tout dessus. Et quand on prend Global Disney+, donc à l'international, je pense, globalement, je pense que quand on dit globalement ici, ça prend, Disney+, Hotstar, ça prend en considération, voilà, je pourrais aller rechercher ici en précision, mais on marge ici aux alentours de 3,91 $ en totalité. Donc, par rapport à Netflix, qui est aux alentours de 15, vous voyez qu'il y a une certaine croissance encore de possible ici. Mais maintenant, est-ce que le nombre d'abonnés va suivre? Point d'interrogation. ESPN également, c'est 4,84 $, donc croissance 2%. Et Hulu, vous voyez que Hulu ici, marge live, la télévision en live, c'est 86 $.
Et la télévision à la demande ici, c'est 12 dollars. Donc, Hulu est déjà en plein, voilà, on rentabilise déjà Hulu ici. Maintenant, pour Disney+, je pense que Hulu, je pense que si je ne me trompe pas, Disney+, Hulu, Disney+, attendez. En fait, je pense que Hulu, c'est un partenariat avec Comcast. Parce que Comcast ici, NBC Universal appartient à Comcast. Je pense que Disney a l'obligation d'acheter Hulu à un certain prix. Si je ne me trompe pas, en fait, si ma mémoire est bonne, d'accord. Donc, ça pourrait être une bonne chose pour Comcast. Je ne sais pas si Disney va garder Hulu ou bien Comcast pourrait racheter Hulu parce que ça pourrait être bénéfique pour Comcast. Mais est-ce que Comcast a les moyens de le faire présentement? Aïe, aïe, aïe. Point d'interrogation. OK? So, les deux sont liés parce que Hulu, ils l'avaient avant de lancer le service Disney Plus ici qui a plutôt très, 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 très bien marché. Maintenant, il faut rentabiliser ceci. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en supplément ici? Je vous encourage à aller lire ici. Qu'est-ce qu'ils disent dessus par rapport au theme park, etc. Donc, en termes de... On va regarder ici... On a atteint à peu près 84 milliards ici, presque, dont les analystes à peu près ont eu tort de quelques centaines de millions de dollars ici. C'est pas si méchant que ça, d'accord. Et surtout qu'on s'en va vers un projet où on va avoir un revenu un tout petit peu plus élevé parce qu'on va augmenter le prix. Maintenant, on ira voir si le public accueille ça de manière favorable. Donc, est-ce qu'on va passer à l'évaluation maintenant? Donc, ce que j'aimerais également regarder, c'est ici, d'accord. Ce que je demande à Disney, c'est de s'autofinancer. C'est tout ce qui m'intéresse. Il faut vous autofinancer présentement. Donc ici, vous allez constater une chose. L'entreprise a à peu près un revenu opérationnel de 6 milliards ici, avec une dépense en capital de 4 milliards 900. Donc on a à peu près 1 milliard 100 millions ici en free cash flow. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 1 milliard 100 millions en free cash flow ici? On réduit la dette. D'accord? Donc on réduit la dette ici. Donc on réduit la dette, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Presque rien. Donc on a fait le tour. Alors, si on peut retenir quelque chose, c'est que bon, Disney maintenant va commencer à monétiser le nombre d'utilisateurs présentement sur le segment direct to consumer. D'accord. On s'attend également à dépenser une trentaine de milliards pour le contenu. Donc, on s'attend également à réduire les dépenses ici. Et on s'attend également à rationaliser au niveau des coûts. Donc, on pourrait peut-être virer 2 ou 3 personnes. Je ne suis pas, excusez-moi, mais je ne le souhaite pas, mais ça pourrait être le cas. Voilà, c'est à peu près ça ici en résumé. Maintenant, on va passer à l'évaluation. Pour l'évaluation, vous allez voir que, bon, les amis, ok, dites-vous ceci. Disney, c'est une entreprise qui est, bon, je ne dirais pas en pleine transformation, mais elle est en plein processus d'investissement. Donc, la rentabilité actuelle de l'entreprise ne reflète pas le véritable potentiel en termes de rentabilité future. Faites attention à ça. Maintenant, si on prend ici la rentabilité passée de Disney en se disant OK, connaissant ce genre de compagnie ici, les compagnies américaines, on aimerait avoir des marges identiques dans le futur. Est-ce que ça sera possible? Point d'interrogation, les amis. Franchement, je pense que le management travaille pour que ce soit le cas. Ça ne va pas également arriver dans les 2 prochaines années. Ça pourrait prendre 4-5 ans par là avant qu'on ne revienne à ce niveau de marge aussi. Donc, faites attention. Quand je prends des marges ici de 15%, je suis dans une guesstimation. Parce qu'on ne les a pas présentement. On les a eu par le passé. On a même eu plus que ça. Mais maintenant, on est dans une situation tout à fait différente parce qu'on investit massivement pour notre contenu. On peut également voir que Disney avait un historique d'augmentation des marges. Donc, c'est dans l'ADN même de la compagnie de continuer à augmenter les marges. Maintenant, quand je prends des marges, la dernière fois, j'avais pris des marges de 15% et de 20%. Parce que le 20%, c'est par rapport à ce qu'on a eu les dernières années avant le Covid ici. D'accord? Donc, je vais prendre des marges quelqu'un peut prendre des marges de 20% également. Alors, le revenu, on est à peu près 84 milliards ici, donc on va le faire revenir en état stationnaire, d'accord? 84 milliards, d'accord? En termes de dette nette ici, la dette nette, je vais aller voir ici au niveau des liabilities. Donc, liability ici, total current liability 29 milliards.
Borrowing, 45 milliards ici. Long-term liability, other long-term liability, je ne sais pas ce qui est inclus ici dedans, mais ça pourrait être également c'est des éléments qui ne rentrent pas dans la dette à long terme. Donc, il faut faire attention ici. Il faut regarder other liability. On ne va pas le prendre en considération ici. Donc, je prendrai le 45 milliards ici. Non-controlling, redeemable non-controlling interest. Ouais, on pourrait également prendre ça ici. Qu'est-ce que celui-ci dit par rapport à l'évaluation, par rapport à la dette nette? Qu'est-ce qu'il nous mentionne ici? Donc, dette nette avant, attention, on est à combien? Ouais, 38 milliards. Donc, ouais, 38 milliards. Est-ce qu'on avait augmenté la dette nette par rapport à ce qu'on avait ici? 48, 45. Donc, on a diminué ici en termes de cash net ici. Inventaire, cash 11 milliards. OK, parfait. Je vais prendre ce qu'on avait précédemment ici parce que je pense qu'on a même moins de dette nette ici aujourd'hui. D'accord? Et vous pouvez l'ajuster en conséquence au cas où je me suis trompé. Parce que vous le savez, je me réserve toujours le droit de me tromper. OK? Donc, quand on prend 84 milliards ici, 15% de ce montant, c'est combien? 15% de ce montant, c'est 12 milliards 600. Multiplié par combien? 20 fois les bénéfices, 22 fois les... Je vais prendre 20 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. OK? Elle peut aller plus que ça parce que Disney a eu l'habitude de s'échanger à des niveaux plus élevés que ça. Mais attention, avec l'augmentation des taux d'intérêt, il pourrait avoir une certaine balance, un certain rééquilibrage ici. Surtout que, bon, elle pourrait mériter 25 fois les bénéfices, mais je m'arrête à 20 fois les bénéfices. D'accord? Je ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins de temps possible. Vous pouvez faire plusieurs hypothèses ici, 20 fois, 22 fois, 25 fois. Et également, vous pouvez prendre des marges à 15, 20%, mais attention, on revient toujours à la même chose. Lisons les rapports financiers pour avoir à peu près une idée générale de si on aura des marges de 20%. D'accord? Si on aura des marges de 15%. Donc, ça fait 252 milliards. D'accord? 252 milliards ici sur ce montant-là, moins la dette nette. On a une dette nette de combien à ces niveaux-ci? On a une dette nette aux alentours de 38 milliards 640 millions. Attention, ce n'est pas encore ajusté. Donc, 38 milliards 640 millions. D'accord, ça fait 213 milliards ici, divisé par le nombre d'actions. Admettons que le nombre d'actions n'a pas changé ici. D'accord, parce que je n'ai pas vu de rachat d'actions quelque part ici. Admettons que le nombre d'actions n'a pas changé. On est à peu près à 1 milliard 820 millions d'actions. Je pense ici, c'est par rapport à l'acquisition également qu'on a eu à effectuer, parce qu'on a fait une acquisition entre-temps. Donc, on a dû financer cette acquisition-là par l'émission de la dette. Oui, là, c'est l'acquisition qui est passée par là. Donc, c'est tout à fait raisonnable de le faire. Donc, 1 milliard 820, donc divisé par 1,820. Ça fait, boum, 117 $ l'action. OK? Donc, Disney, d'accord, à 20 fois les bénéfices, donc X20, on sera à 117 $ l'action. Et ça, je suis uniquement avec nos 84 milliards. Je ne prends pas plus que ça. Donc, si l'entreprise atteint le niveau de rentabilité moyenne qu'elle a eu par le passé, donc 15% en moyenne, d'accord, à 20 fois les bénéfices, mon dette nette actuelle divisé par le nombre d'actions, on est à 117 $ l'action. On ne prend pas en considération la croissance. Et croissance, il y aura, croyez-moi. D'accord? Croissance, il y aura, les analystes s'attendent à peu près à avoir quelque chose comme 113 milliards d'ici 2026. Maintenant, à vous de voir, faites le calcul nécessaire. Si on a des marges de 20%, on pourra avoir un prix plus élevé. Si on a des marges de 15%, 15% avec une croissance, on pourra avoir un prix plus élevé. Donc, je vais juste me limiter là. C'est juste pour signifier qu'au prix actuel, Disney n'inclut aucune croissance supplémentaire. Mais ça prend en considération des marges de 15% qui ont été déjà vérifiées par le passé. Est-ce que ces marges-là sont possibles? Oui, tout à fait possible qu'on atteigne ce niveau de marge-là. Donc, si on prend à peu près une entreprise comme Netflix qui est en pleine période ici de rentabilité, d'accord? Donc, maintenant, Netflix, c'est plutôt la rentabilité qui maximise. Maintenant, Netflix a des marges de 16%. Donc, Disney peut avoir des marges de 15%. D'accord? C'est tout à fait possible. OK? So, en termes de dividendes, comme je vous l'ai dit ici, si Disney vous reverse la totalité des dividendes ici si elle vous reverse la totalité des dividendes ici en fric, enfin, pas des dividendes, la totalité des free cash flow ici en dividendes, parce que c'est comme ça qu'il faut réfléchir, parce que c'est une entreprise qui va reverser le dividende à nouveau. OK? Donc, elle avait l'habitude de le faire par le passé, mais elle a dû suspendre son dividende ici parce qu'elle avait besoin du maximum de cash nécessaire afin de pouvoir assurer la pérennité même de la compagnie. D'accord? Donc, pour moi, c'est une bonne décision d'avoir coupé le dividende. Très, très bonne décision.
OK? De toute façon, on va le redistribuer à nouveau tôt ou tard. Donc, je ne m'inquiète pas pour ça. Si on me redistribue ici la totalité de dividendes ici, donc 15% de ce montant-ci, ça représente combien? Ça représente à peu près divisé par la capitalisation boursière ici de 182 milliards. Donc, parce que demain matin, ça sera totalement différent. On sera à peu près un rendement de 7%, 6,9%. Et c'est tout à fait correct pour moi, surtout pour une entreprise qui pourra avoir de la croissance. D'accord? Si on s'amuse à jouer à peu près avec la croissance et les marges ici, disons que Netflix atteint Disney Plus atteint le 100 milliards attendu par les années parce que c'est 113. Disons 100 milliards. 20% de marge bénéficiaire. D'accord? Vu qu'elle a tendance à augmenter ses marges ici. Multiplié ici par 20 fois les bénéfices. D'accord? Moins la dette nette actuelle, disons que la dette nette est de 40 milliards ici, divisé par le nombre d'actions ici qui est à peu près 1 milliard 820 millions d'actions. D'accord? On est à peu près aux alentours de 197 $ l'action. Donc, si on est très optimiste, on pourrait aller à 197 $ l'action. Mais attention, il faut que l'exécution soit là. D'accord? Il faut absolument que l'exécution soit là. C'est pour ça que je me protège toujours au maximum. J'achète déjà sans prendre en considération tous les bénéfices futurs qu'on pourrait avoir. OK? So, on est sur mon point de vue. Je pourrais également me tromper, mais déjà, on va rester sur les 117 $ à l'action ici aujourd'hui. D'accord? On va rester à ces niveaux-là. On ne va pas aller plus loin que ça. Maintenant, si Disney s'échange à ce prix-là, je sais que c'est intéressant pour moi et ma marge de sécurité, c'est le potentiel, c'est l'augmentation des marges, c'est également la croissance supplémentaire, la diminution de la dette. D'accord? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. Ça fait également plaisir si on s'abonne, hein, parce que je ne le demande jamais. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Merci.